Bonjour, Blondor. Bonjour, Nadine. Ah, Nadine, finalement, tu t'es retrouvée. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ria. Bonjour. Lao Ming. Coucou. Content de savoir que vous êtes là. En attendant que nous atteignons le quota limite. Marianne Tungan. Berlise, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez eu un samedi reposant. Et aujourd'hui nous sommes dimanche, il est 11h06. Beaucoup d'entre nous en ce moment sont soit en train de dormir, soit ils sont dans une église, dans une synagogue, dans un ashram, dans un shrine, dans un temple, en train d'écouter les sermons d'une religion, les sermons du Christ, ce que le Christ veut, ce que Jésus veut, ce que Dieu veut de lui en fait, ce que Dieu attend de lui. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu attend de lui. Ce qui est bizarre. Oh Dino, dinosaure, bonjour. Marie-Hélène. Tunga, Corona, ya, je sais. Tu as ton masque. James, bonjour, bonjour. Il y a certains qui sont au boulot, ça c'est en général en Occident, qui sont en train de servir le nouveau Dieu, l'argent. Et c'est le thème de ce matin. Salut Brigitte Medo. Bonjour à tous. Super, Ria. Bon appétit. Enjoy. Je m'appelle Kwale Mbeka et je suis Camerounais.
Vous me connaissez sous le nom de Kwale MBK. Ah oui, c'est le nom que j'ai choisi. Et pourquoi j'ai choisi ce nom? C'est parce que chaque jeune, chaque personne a un petit nom à lui. Il y a dans chaque Camerounais, dans chaque être humain, une envie d'affirmation de sa personnalité. Chacun a un petit nom. Même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'affiche pas, même si socialement c'est pas bien, même si il essaye de cacher, mais chacun a une idée de soi qu'il porte. Et Kwale, c'est une idée de moi que je porte depuis plusieurs années. Tous ceux qui me connaissent depuis le Cameroun savent que c'est Kwale. Quand on atteint la puberté, on ressent une envie de s'affirmer. Les noms que nos parents nous donnent ne suffisent pas. L'identité familiale, l'identité sociale, l'identité que la société veut, dans laquelle la société veut nous emprisonner, ça ne suffit pas. On essaie toujours de trouver quelque chose qui est propre à nous. C'est quelque part comme si en nous, il y avait quelque chose de plus grand, de plus puissant. Et la société veut nous faire voir ça ailleurs. La société veut nous faire voir ça dans le village. La société veut nous faire voir ça dans la religion. La société veut nous faire voir ça ailleurs. Mais pourtant, en nous peut-être, se cache quelque chose de puissant. D'où l'envie tout le temps d'avoir une identité propre à soi. Un petit nom. Même dans les mariages, vous allez constater, dans les relations, Mbarga rencontre Konchu. Mais dans la relation, Mbarga n'appelle pas Mbarga et Konchu. Konchu n'appelle pas Mbarga. Konchu et Mbarga créent des petits noms. Quelque chose qui veut donner dans cette multitude de relations dans la société une particularité à sa propre relation. Comme un désir profond d'exprimer son individualité. Donc moi c'est Kwale MBK, comme vous connaissez, je suis Camerounais et je me bats je parle, je défends les droits des hommes. L'instauration d'une réelle démocratie dans nos pays, d'un réel état de droit. Le truc est que ce que je défends et ce que la majeure partie, il n'y a pas que moi, la majeure partie d'entre nous défendent, ça ne rapporte pas l'argent. Lorsqu'on dit défendre un état de droit, une réelle démocratie, qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit d'un homme pauvre? Un homme qui veut manger, qui veut boire, qui veut envoyer ses enfants à l'école. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour lui? Bonjour Astrid. Bonjour Christelle, Mata. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, Karel. Julius. Bonjour Tita. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour un homme qui a faim? Lorsque vous dites que vous défendez un état de droit, que vous défendez la démocratie, que vous voulez l'instauration d'une réelle démocratie, ça n'a pas de sens. Parce que, est-ce que ça fait manger? Est-ce que ça donne l'argent?
C'est ça le problème. Le problème est que le Camerounais ne comprend pas l'importance de quelque chose quand il ne voit pas l'effet direct de la chose. Quand il ne voit pas la matérialisation en termes financiers, en termes matériels. Quand tu dis un état de droit, what does it mean? Financièrement, ça veut dire quoi? Et Justine, bonjour, bonjour ma grande. Ça veut dire quoi l'état de droit? Le droit, c'est quoi? L'état, c'est quoi? Nous, on veut manger. On veut boire. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Nous voulons manger, nous voulons boire. Donc, c'est le thème aujourd'hui pour pouvoir entrer et expliquer aux Camerounais le lien entre manger et boire et l'état de droit. Le lien entre bien manger, bien boire, beaucoup manger, beaucoup boire comme vous voulez et la démocratie. Parce que j'ai l'impression que les Camerounais n'arrivent pas à faire le lien. Voilà pourquoi ils ne se battent pas. Voilà pourquoi ils sont amorphes. Ils sont amorphes parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre beaucoup manger, boire et la démocratie. Beaucoup manger, boire, poursuivre les femmes, conduire les belles voitures et l'état de droit. On leur a toujours dit que c'est le travail qui fait manger. Si tu tournes la terre, tu vas manger le manioc. Bonjour Victoire, bonjour. Si tu tournes la terre, tu vas manger le manioc. Tu vas manger, le truc va sortir. Donc, la mentalité est archaïque. Ils ne savent pas qu'on peut manger sans tourner la terre. Qu'on peut mettre des outils en place institutionnels qui permettent que tu puisses manger sans que tu n'aies toi-même produit quelque chose. Et tu es libre de la recherche et de la production de la nourriture. Tu peux te concentrer sur les choses que tu aimes, sur les choses qui te plaisent, sur les choses qui parlent à ton identité, à ta personnalité propre. J'aimerais commencer ce live particulièrement en donnant mon point de vue sur la situation d'un Camerounais qui souffre comme tous les Camerounais, qui a souffert comme tous les Camerounais et qui va continuer à souffrir comme tous les Camerounais s'il ne prend pas conscience. Il s'agit de notre frère, Elibi Lobé. Tout le monde le connaît. Je dis la majeure partie des Camerounais le connaissent, pardon. Elibi Lobé. Il semblerait qu'il a eu un incident. Il semblerait qu'il a eu un incident où il a été agressé et il est dangereusement blessé et sa vie est en danger. Moi, je vais vous dire, je suis très content. On a l'habitude de dire qu'on ne se réjouit pas du malheur des autres. Moi, je ne me réjouis pas de son malheur. Je me réjouis du bonheur qui lui est arrivé. Pour vous, c'est le malheur qui lui est arrivé parce que vous ne comprenez pas la profondeur des choses, de la vie. Ce n'est pas le malheur qui lui est arrivé, selon moi. Il est arrivé quelque chose à Elibi Lobé qui peut être une occasion pour lui de transformer sa vie, de changer ses voies,
de comprendre les réalités profondes de la lutte du peuple camerounais. Donc c'est à ça que moi je me réjouis. Je ne me réjouis pas s'il vit, s'il meurt. Ce n'est pas important s'il vit, s'il meurt. Elie Bilobe ne serait pas le premier Camerounais qui meurt d'agression ou le dernier. Ah bon, en plus, il est qui? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il a les armes et les militaires autour de lui? Est-ce qu'il a la gendarmerie? Est-ce qu'il a le billet? Il n'a rien. Il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même, à la criminalité. Il n'a pas compris que Jésus ne sauve pas de la criminalité. Il écrit nulle part dans la Bible que Jésus sauve de la criminalité. Que Jésus te fait disparaître quand les criminels arrivent. Non, il écrit dans la Bible que Jésus a fait face. Que Jésus a fait face à la mort sur la croix. Que Jésus a fait face à la mort sur la croix. Il écrit nulle part dans la Bible d'Elie Bilobe que Jésus a été sauvé de la violence des Romains. Pourtant, quelque part, ce même Jésus a combattu les Romains. Mais ce sont ces mêmes Romains qui lui ont fait ça dur. Donc, M. Elie Bilobe est en train de revivre l'histoire de Jésus qu'il prône, qu'il lit, qu'il propage tous les jours. Pourquoi alors pourquoi on devrait avoir mal? Pourquoi on devrait avoir des sentiments de « Oh, il a souffert. Oh non. » Ce qui est en train d'arriver à Elie Bilobe, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il doit être content. Elie Bilobe doit annoncer à tout le monde que vous voyez, j'ai été agressé par les méchants, parce que je suis un bon. Parce que je suis un bon. J'ai sauvé le monde. J'ai voulu changer le Cameroun. J'ai combattu le changement. J'ai même dit que Kamto est mauvais. C'est pour ça que je suis agressé. Donc, Elie Bilobe, pour moi, je suis très content. Je suis très content qu'il ait été agressé. Parce que ce sera l'occasion pour lui de comprendre pourquoi nous nous battons. La majeure partie des Camerounais qui se battent, c'est parce qu'ils sont quelque part agressés tout le temps. Mais comme les Camerounais ne marchent pas en route et tombent, comme le sang ne coule pas, comme ils n'ont pas tous des couteaux dans le ventre, on ne comprend pas leur agression. Elie Bilobe ne comprend pas leur rage, leur agression. Il les appelle les Bamileke, les gens d'une certaine communauté. En fait, Elie Bilobe est en train de subir l'expression physique de l'agression dont parlent les autres déjà, une agression subjective qu'on ne voit pas encore. Mais ils sont avisés, ils disent que si le pays continue comme ça, on aura une augmentation, une expression de l'agression physique. Nous l'avons déjà au Nozo. L'agression, l'expression physique de l'agression. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté le cri des agressés dans un pays, le cri de ceux qui se sentent agressés, ou les plaintes au moins, de ceux qui pensent qu'ils sont agressés, parce que quelqu'un peut se sentir agressé, peut-être qu'il pense mal, mais écoute au moins la personne qui te dit, je me sens agressé, prête au moins attention. Non, on n'a pas besoin de les écouter, ce sont les ennemis de l'État. Ils sont anticonstitutionnels. Le Cameroun est un pays de droit.
Il faut la loi. Ah, ça, c'est le message de Libby Lombé. Parce que dans la Bible, Jérémie chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2, Dieu dit que voici ce que dit Jérusalem. Il oublie que Jérusalem même disait ça parce que Jérusalem se sentait agressé par les Romains. Mais mon frère, je me réjouis de l'agression qu'il y a eu sur Elibi Lobe. Sur monsieur Elibi Lobe. Je m'en réjouis honnêtement. Je ne veux pas faire vos affaires de moralité, bonne moralité. Non, je suis content. Je suis vraiment content. Ça me traverse tout le corps. Si vous voulez prier pour moi que les mauvaises choses m'arrivent, il n'y a pas de souci. Moi, bon, de toute façon, je n'avais pas l'intention que rien de mauvais ne m'arrive. Et lorsque je ne veux pas que les choses mauvaises m'arrivent, je œuvre pour ça, dans le monde réel. Je me réjouis de ça parce que, il n'est pas le premier Camerounais qui se sent agressé. 2, il n'est pas le premier Camerounais agressé. Il y a des millions de Camerounais agressés au Cameroun. De manière directe et indirecte. Et ces millions de Camerounais parlent tous les jours. Crient tous les jours, qui sont agressés. Tous les jours, qu'ils sont agressés. Personne ne les écoute. Dernièrement, il y a eu des marcheurs dans Douala. Ces marcheurs ont été agressés. Les marcheurs, des jeunes Camerounais, marcheurs, exprimant leur liberté, exprimant leur voix, exprimant leur sensation d'agression en ce qui concerne leur citoyenneté. Non, ils ont été agressés et personne n'est venu crier au vraiment bon rétablissement à ces agressions. Au contraire, il y a eu des gens qui ont passé le temps à dire oui c'est bien, ils ont fait quoi, ils combattent l'État, ils sont contre l'État, ils sont contre les lois, ils sont contre ceci. Tous les jours, les gens sont agressés. Et ce sont les mêmes qui défendent les agresseurs, qui sont aujourd'hui agressés et qui commencent à penser, dire que oh, on ne se réjouit pas du malheur. Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur qui arrive à Elibi Lombé. C'est une occasion de transformation de sa vie. C'est une opportunité. Et s'il ne saisit pas cette opportunité, tant pis. Moi, je connais l'histoire. Nous tous, en général, nous connaissons l'histoire des gens dont les choses leur sont arrivées dans la vie. Ils prenaient la vie au premier degré, ils se disaient que c'est ceci, c'est cela, la vie c'est l'amusement. Et un jour, ils font un accident, ils sortent vivants. Ils sortent vivants. Bon, s'ils sortent vivants, ils changent. Ils commencent à vous dire comment ils voient la vie profondément, ils voient ceci, cela, comment ils comprennent que la vie vraiment, c'est le bonheur, on doit beaucoup aimer les autres. Oui, parce que il y a des gens qui ne comprennent pas les choses de manière directe, consciente. Il y a des gens qui ont besoin que la nature, l'existence, leur fasse violence pour qu'ils comprennent les choses. Donc, que ce soit un mensonge, que ce ne soit pas, que cette histoire soit vraie ou que ce ne soit pas, moi je vous donne la leçon de ça. Parce que si ça n'arrive pas à Elibi Lobe, ça arrive à plusieurs Camerounais chaque jour. Quand les microbes, entre guillemets, les Camerounais qu'on appelle des microbes, lorsqu'un État, dans un État, on commence à considérer une population comme étant des microbes, ça veut dire que cet État a échoué. Cet État est contaminé. Ce pays est contaminé. Quand dans une population, on appelle un groupe de personnes les microbes, c'est terminé. Lorsque ces microbes agressent
Ils ne choisissent pas qui est MSC, qui est RDPC, qui est... Non. Ils veulent leur butin. Ils veulent leur butin. Donc, peut-être l'histoire d'Élie Wilobe est vraie ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la leçon qu'on tire derrière. Que nous nous battons pour un état de droit, une réelle démocratie. C'est dans un état de droit et dans une réelle démocratie que les populations ont la capacité de s'épanouir et peuvent être orientées, leur énergie peut être orientée dans plusieurs choses plus constructives que destructives. Les gens n'ont pas le travail au Cameroun. Les gens n'ont pas le travail au Cameroun. Les gens n'ont pas d'activité rentable en grande majorité. Les gens font ce qu'ils peuvent. Et s'il faut agresser pour avoir un morceau de pain, mais les gens vont le faire. Les gens le feront. Comprenez-le, les gens le feront. Vous allez beau les accuser d'être des agresseurs, des microbes, des voleurs. Ces jeunes vont le faire. Vous pouvez mettre toute la police dehors, tous les militaires. Ces jeunes vont le faire. Le malheur est qu'ils vont agresser ceux qui n'ont pas le bir autour. Parce que quand tu as le bir autour de toi, on a un peu peur. Tu peux défendre le régime Biya comme tu veux. Mais le régime Biya s'est rassuré que lui, ses membres les plus proches sont protégés par le bir, par la police, la gendarmerie. Donc tu peux être un pauvre politicien, tu vas dans les chaînes de télé, tu racontes des âneries, tu lis ta Bible, tu manges, tu bois les bouillons dans les tournes d'eau, tu penses que tu es en sécurité. Tu n'es pas en sécurité parce que tu as défendu l'État. On n'est pas en sécurité parce qu'on a dit à la télé que l'État est puissant. Non. C'est pas parce qu'on est allé à la télé, on a dit que Kamto a tort qu'on est en sécurité. C'est pas parce qu'on est allé à la télé, on a dit le peuple camerounais qui revendique ses droits le fait mal, qu'on est en sécurité. On n'est pas en sécurité parce qu'on bavarde à la télé. On est en sécurité parce que on s'applique, on implémente un état de droit, une réelle démocratie. Qui sont les seuls piliers d'une société qui peut se développer où les habitants peuvent s'épanouir. Il n'y a pas d'autres piliers. La télé ne sauve pas un État. La télé ne sauve pas un État. Les discours, la lecture de la Bible ne sauve pas un citoyen. Il a les preuves. Donc, je suis très content pour ça. Mon souhait profond, c'est qu'il se rétablisse de ses blessures et que cette occasion soit un moyen de profonde méditation en ce qui concerne sa vie, sa vision du Cameroun. En ce qui concerne sa vision profonde de la politique et ses engagements. En ce qui concerne sa perception de la lutte de la libération profonde du Cameroun. C'est tout. C'est ce que je veux dire. Je ne souhaite pas sa mort, parce que sa mort serait un gâchis pour lui-même. Et pour sa famille sûrement. Je lui souhaite la vie. Mais je suis content que ça lui soit arrivé de cette manière. Puisqu'il n'a pas compris ça de manière intelligente. Il n'a pas compris ça de manière intelligente. Il a voulu que la nature lui force ça de manière violente. Et je vous explique comment la nature elle fonctionne. Le problème avec vous, c'est que, avec nous les Camerounais, c'est que nous attendons toujours voir avant que les choses arrivent. Imaginez, je prends l'exemple du tsunami qu'il y a eu en Asie là-bas. Et vous avez des villageois qui vivent dans l'endroit, en bordure de mer. Bonjour Jean-Marie.
Et on leur annonce que le tsunami arrive. Mais comme ils sont habitués à vivre en bordure de mer, ils font le commerce, ils font du tourisme, ils vendent, ils mangent, ils se disent que les plus avisés vont sur la montagne. Les plus avisés vont sur la montagne. Et ces plus avisés, donc, au moment où le tsunami vient, le tsunami va frapper ceux qui résistaient à son arrivée. Ceux qui disaient que la vie continue comme ça continue. Mais ceux qui sont allés sur la montagne vont voir cette affaire de loin. Ils vont faire de très belles photos, de très belles images qu'ils vendront par millions, à des millions de francs, à des chaînes de télé, à des médias, partout. La différence, c'est que eux, ils ont pris conscience de ce qui allait arriver avant. Parce que la nature n'a pas de sentiment. Ce que vous appelez Dieu, ça n'a pas de sentiment. Le problème avec les Camerounais, c'est que vous pensez que Dieu a les sentiments. Et que comme il a les sentiments, il vous aime particulièrement. Dieu m'aime. Comme ton gars t'aime, ta femme t'aime, tu aimes tes enfants, tu commences à dire que Dieu t'aime. Et tu imagines Dieu comme étant comme toi-même, en fait. Tu penses que Dieu a les mêmes sentiments que toi. Puisque c'est toi qui l'as inventé. Tu lui donnes les sentiments que toi tu as. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu ne connaît ni l'amour ni la haine. La nature ne connaît ni l'amour ni la haine. Détrompez-vous très vite. Quand ça vient, ça frappe. C'est à vous de voir. Vous allez appeler ça calamité. Oh, quoi, naturel. Oh, machin, vraiment, c'est une distraction naturelle. Mais le tremblement de terre arrive. Le tremblement de terre, lui, il est tremblement de terre. Il ne dit pas, comme il y a des gens qui habitent là au lac Nyos, si j'explose, les millions de Camerounais vont mourir et ça va me faire mal, moi, nature, moi, existence. Vous pensez que ça fait mal à qui? Le lac Nyos décide, pouf, tout le monde meurt. C'est les hommes qui pleurent les morts. C'est les hommes qui se soucient des vivants. Ce sont aussi les hommes qui sont donc supposés prendre des actions conscientes, d'être proactifs. Oh, on n'habite pas ici, on ne devrait pas habiter ici. Ou alors si on veut habiter ici, on doit faire comme ceci, on doit faire comme cela. Si on ne veut plus les agressions, on ne veut plus la violence, on doit établir ceci, on doit faire cela. C'est les hommes. Voilà pourquoi les hommes passent le temps à crier au Cameroun. Il faut qu'il y ait un code électoral consensuel. Il faut que la guerre au Nozo soit résolue. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'ils veulent profiter de la guerre au Nozo. Ils veulent profiter du code électoral. Tout ça, c'est pour tourner en rond. Non, c'est parce que les personnes qui vous disent ça sont préventives. Parce que c'est les personnes qui vous demandent, qui exigent ça, ce sont les personnes qui savent que si c'est qu'on n'a pas ces fondamentaux, si nous n'avons pas ces fondamentaux, le tsunami va se verser sur nous. Les agressions vont se verser sur nous. La mort brutale et violente sera notre partage. Donc, c'est ça. Ça, c'était mon point. Et Libby Lombe, je suis très content que tu aies été agressé et je souhaite que tu vives. Et le moment où tu as, le moment où tu es sur le lit d'hôpital actuellement, si c'est vrai, c'est le moment de méditation pour toi. Tu dois revoir tes positions en ce qui concerne le Cameroun. En ce qui concerne la situation du Cameroun. Parce que ça ne rate personne. Même pas toi. Ok. Le deuxième point, c'était sur des Camerounais qui disent que Paul Biya est important pour moi. Que les membres de ma famille ils n'ont jamais vu les membres de ma famille qui sont importants. Paul Biya est plus important pour moi que ma famille. Je vais vous dire quelque chose.
Paul Biya est plus important pour moi que mes propres enfants. Paul Biya est plus important pour moi que ma femme, que mes soeurs, mes frères. Paul Biya est plus important pour moi que mes soeurs, mes frères. Que ma maman et mon papa. Pourquoi est-ce que Paul Biya est plus important pour moi que tous ces gens, que la mort de mon cousin? Parce que les gens disent que la mort de tes personnes n'est pas plus importante. Tu passes ton temps à citer le nom de la mort d'une autre personne si elle serait même morte. Ce qui fait l'importance de la mort d'un être humain, c'est la qualité de sa vie. Ce n'est pas s'il a vécu. Ce n'est pas si un être humain a vécu ou a existé, mais c'est la qualité de sa vie. C'est l'impact qu'il a eu dans son milieu. La grandeur de l'impact qu'il a eu dans son milieu, dans son environnement, dans le monde, pendant qu'il existait. C'est ça qui va déterminer l'importance de sa mort. Donc au lieu que vous passez le temps à vouloir faire les villageois, des petits tribalistes, des petits gens du village, des petits gens de la famille, cherchez plutôt à vous poser la question: quelle est l'importance de votre vie? Qu'est-ce que vous faites pendant que vous êtes vivant? Parce qu'on ne se souvient, on ne commémore, on ne se rappelle que de la mort des gens qui ont impacté la vie des gens quand ils étaient vivants. Ok? Vous vous rappelez de votre maman, c'est parce que votre maman a impacté votre vie quand elle était vivante. Si vous rappelez, vous vous souvenez tous les jours sur votre poste de votre grand-père, de votre père, de votre cousin, de votre mari, c'est parce que c'est la seule personne qui a impacté votre vie de manière grandiose. Parce que tout le monde impacte la vie de quelqu'un. Mais c'est l'échelle à laquelle on impacte la vie de quelqu'un qui est importante. C'est à quelle échelle? Votre père impacte sa vie, votre vie à vous, à 3 personnes, à 5 personnes, sa femme et vous, ses enfants. C'est tout. Le voisin ne sait même pas que votre père existe. Si vous faites 3, 4, 5 maisons, vous marchez, les gens vous voient passer, ils ne savent même pas. Ils sont parfois étonnés que le gars, la fille s'y vit ici au quartier. On ne sait même pas qui est votre père. On ne sait pas qui est votre père. On ne sait pas qui est votre mère. On ne sait pas. Mais demandez à tous les gars du quartier Yaoundé, toutes les filles du quartier Yaoundé, toutes les femmes du quartier Bolova, je ne sais pas où, tout dans les villages, qui est Paul Biya. Vous allez constater. Vous allez constater. Ils ont tout un récit de lui. Et ce monsieur a impacté leur vie. De manière négative ou positive. De manière directe ou indirecte. C'est pour cela que sa mort est importante. C'était quand même le président des millions de Camerounais de 1982 en 2018. Quand on dit que tu es président, c'est que tu veux impacter la vie, tu impactes la vie de tout un pays. Ta mort n'est pas la mort d'un homme du village, c'est pas la mort d'un planteur. Voilà pourquoi la mort de Biya m'intéresse le plus. La mort de ma soeur, de mon frère ne m'intéresse pas plus que la mort de Biya. Ok? J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je passe donc au point. L'argent et la diaspora.
La diaspora, à mon avis, il y a des gens qui disent que je regretterais ces mots. Non, je ne regretterai pas. La vie ne me surprend pas. Écoutez très bien. La vie ne me surprend pas. La mort ne va pas aussi me surprendre. C'est vous qui avez peur de la mort et des souffrances que vous regrettez vos morts et vos souffrances. Vous pensez que si vous regrettez, si vous vous taisez face à la souffrance de quelqu'un, alors la souffrance ne va pas vous arriver. Voilà pourquoi les Camerounais, les Camerounais meurent au Nozo, les Camerounais meurent à Yaoundé, les Camerounais meurent partout. Tout le monde se tait. On passe le temps à faire les ouais, taisons-nous devant les morts. C'est comme ça qu'on a manipulé l'esprit des Camerounais. Parce que si la mort changeait les gens, si la mort changeait un pays, si nos silences, si nos regrets, si nos abstentions changeaient un pays et développaient, mais le Cameroun serait un pays développé parce que les Camerounais se sont toujours abstenus en ce qui concerne de dire les choses, de parler réellement, de dire exactement ce qui est. J'ai bien précisé, je suis content de ce qui arrive à Liby Lobé. Et puis je lui souhaite le rétablissement. Ça veut dire que je n'ai pas l'intention de le voir mourir. Ça ne m'intéresse pas sa mort. Ça ne m'intéresse pas sur sa mort. Sa mort ne changera en rien au Cameroun. Voilà pourquoi je ne lui souhaite pas la mort. Je lui souhaite un rétablissement et un moyen de méditation. Donc, n'amenez pas vos trucs de tu vas regretter ça. Vraiment, moi-même, la mort est une réalité chez moi. Peut-être après ce live, vous ne m'entendrez plus jamais que je suis tombé quelque part, j'ai fait un accident. Et puis c'est bon. C'est vous qui vivez mal, qui avez peur de la mort. C'est vous qui vivez mal, qui avez peur de la mort violente. Au lieu donc de chercher à transformer le pays, de telle sorte qu'il n'y ait plus des actes de mort violents aussi récurrents. Non, on reste, on dit le pays est beau, le pays va bien, machin. Mais dès que quelqu'un se fait agresser, tu souffres là, tu te réjouis de la mort de tel. Mais on doit se réjouir dans un pays de criminels, dans un pays où la gouvernance est criminelle, la mort et la mort violente, l'agression est une conséquence. Nous devons comprendre les choses profondément. Que ici, il s'agit de transformer les institutions du pays. La façon dont le pays est gouverné. Ça ne peut que créer des gens mécontents qui deviennent agressifs. Non, au contraire, on défend le régime. On défend le régime. On défend tout, mais on ne veut pas que les gens soient agressés. Quand les gens sont agressés, on veut qu'on joue les gens qui ont pitié. Non, moi, je n'ai pas pitié. Moi, je suis un monsieur rationnel. La pitié ne me sert à rien. Je n'ai jamais eu pitié de moi jusqu'à ce que ma vie est devenue quelque chose. La pitié n'a jamais rempli mon compte en banque. C'est l'action. La pitié n'a jamais conduit ma voiture. Quand je vais apprendre l'auto-école, le maître d'auto-école n'a pas pitié de moi. La voiture n'a pas pitié de moi. Si je ne sais pas conduire, je ne vais pas avoir le permis. Si je n'ai pas d'argent, le compte en banque n'a pas pitié de moi. Le compte en banque peut me voir tomber sur comment on appelle ça, sur le mur de lamentation, sur l'appareil de la banque là où on retire l'argent. Hein? Le compte en banque peut me voir tomber là, mais ça n'a pas pitié de moi. Je peux pleurer là. L'argent ne sort pas. Donc, arrêtez-moi vos discours de petits garçons, de petites filles, de petits villageois, vos sentiments du village, vos sentiments rétrogrades, vos pitiés inutiles. Et Liby Lobé, super que ça t'est arrivé. Mais je te souhaite la vie.
Si tu meurs, tant pis. Mais je te souhaite la vie. Ce n'est pas moi qui t'ai agressé. C'est un Camerounais. Dans le Cameroun que tu défends. Dans le Cameroun, tu dis qu'il faut respecter les lois. Le Camerounais qui t'a agressé, ce n'est pas Maurice Kamto. Je suis sûr qu'il ne fait pas la politique. Le Camerounais qui t'a agressé, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un parti politique. Je suis sûr. Je dis, je peux miser ma tête qui n'est pas dans un parti politique. Il fait partie des Camerounais, du peuple de changement que tu appelles tous les jours dans ton village à Douala. C'est sûrement un des Camerounais qui dit, lui ne fait pas la politique, lui veut seulement l'argent. Il veut le portable. Il veut le portable. Lui ne veut pas être président. Lui ne veut pas vos luttes là. Ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que le billet. Il ne veut pas être allé en prison. Il veut voir ses enfants grandir. Et pour voir ses enfants grandir, il veut le téléphone de Libby Lobe. Il veut le porte-monnaie de Libby Lobe. C'est tout. Et en passant, Libby Lobe est populaire. Il passe à la télé. Peut-être en sortant de la télé, la radio lui donne un petit cachet. Le pauvre Camerounais qui agresse Libby Lobe a vu toutes ses possibilités. Il se dit, donc, s'il agresse Libby Lobe, il peut sortir avec 50 000 de radio FR, ou bien de CATV, ou de Canal 2, ou de BBF. Il peut sortir, il peut prendre ce qu'on vient de donner à Libby Lobe. Peut-être il veut même la Bible de Libby, parce qu'il souffre tellement que la façon dont Libby Lobe explique la Bible, peut-être Libby Lobe a un secret. Peut-être dans les livres de la Bible, il y a quelque chose. On m'a raconté une histoire quand j'étais très jeune. C'était que quand on voulait nous piéger dans la religion, ma maman nous racontait une histoire. Bon, c'était les gens de l'église qui nous racontaient ça pour qu'on reste croyant. Pour qu'on continue à tenir à la Bible. Parce qu'elle veut constater que nous, on aime l'argent. Et l'argent, c'est ça qui nous achetait, qui pouvait nous acheter des habits, le pain au chocolat, le pain soya, le vin, machin. Donc, pour éviter que les jeunes qui vont à l'église commencent à être détournés dans la rue par l'amour de l'argent et des biens et des matériels, des bonnes choses, on a commencé à mettre l'argent dans les Bibles, dans l'histoire de l'église. On a pris une histoire où on disait qu'un père est mort. Chaque jour, pendant tout le temps, il parlait à ses enfants de Dieu. Dieu, 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 Dieu. Qu'est-ce que le père fait? Le père, à sa mort, ne laisse rien à ses enfants. Ne laisse rien à ses enfants, n'avait pas de bien matériel. Et les enfants croient que le père est pauvre, le père, non, non, non. Il semblerait que le père à sa mort donc, a donné à ses enfants, au fils, je ne sais pas qui, adoptif, celui qui allait le remplacer, la Bible avant de mourir. Il lui donne la Bible. Il dit, voici le seul héritage que je te laisse. Et nous, quand on suivait cette histoire, on disait, un peu sceptique. Un peu sceptique sur la Bible. Bon, même nous, on ne croyait pas que la Bible peut être un héritage. Mais conditionné dans l'église, quand tu dis que le Père a laissé la Bible, toi, tu sens, oh, on t'a laissé tout, on t'a donné Jésus-Christ, on t'a donné la source. Donc, ça te permet d'accepter l'histoire. Alors, l'enfant sort la Bible, l'enfant prend la Bible. Après quelques années, il ne lisait même pas la Bible. L'enfant était frustré que son père lui laisse la Bible alors qu'il n'a pas de quoi manger, de quoi boire, il n'a rien, il n'a rien. Un jour, son cœur lui parle et lui rappelle que ton père t'a laissé un héritage. Ton père t'a dit, quand tu es face au problème, il faut lire la Bible. Voilà comment le gars va reprendre, il époussette la Bible, la vieille Bible que son père lui a donnée. Et lorsqu'il ouvre la première page, il voit un message là. Dans ce livre, tu trouveras toutes les richesses. Tu trouveras toutes les richesses et tout. Et c'est comme ça qu'il
il ouvre, il voit un chèque de 1 million, il ouvre encore une page, il voit un chèque de 10 millions, il ouvre un autre page, il voit un chèque, et c'est comme ça qu'il a découvert sa richesse. Vous voyez comment on a voulu associer dans nos esprits la richesse et la Bible. Peut-être alors, l'agresseur de Libby Lobe, en fait, c'est quelqu'un qui pense que dans la Bible de Libby Lobe, il y a un truc. Et Libby Lobe peut jouer le pauvre. Mais tellement il tient à cette affaire, peut-être si on l'agresse, il y aura un truc. Donc c'est un passage. Vos pitiés inutiles, je suis content que Libby Lobe soit agressé. Dites-le lui, je suis Camerounais et je suis content. Et je souhaite que Libby Lobe ne meure pas. Je veux qu'il vive. Je veux qu'il prenne conscience qu'il revoie sa position en ce qui concerne la gouvernance, la situation de la vie des Camerounais. Et qu'il prenne des actions conséquentes. S'il ne veut plus être agressé. Bon, peut-être lui, il sera déjà habitué aux agressions. Peut-être sur l'hôpital, il va apprendre le taekwondo. Peut-être il aura des révélations, mais qu'il pense à ses enfants. Qu'il pense à ses enfants. Peut-être ses enfants pourraient être agressés. Qu'il pense aux enfants des voisins. Qu'il défende la communauté d'Ouala. Parce qu'eux aussi se baladent dans cette même rue-là. Ok? Et qu'ils voient exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le pays. Et qu'ils s'y engagent avec les actions. Pas avec le bavardage. Ok? La diaspora, l'argent de la diaspora, le lien entre l'argent de la diaspora et le gouvernement et le régime Biya. Ceux qui supportent le régime au pouvoir, c'est l'argent. Ceux qui supportent le régime au pouvoir, c'est l'argent. Écoutez très bien. Ceux qui gardent le régime au pouvoir, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que ceux qui profitent que le régime comme ça soit au pouvoir, ça veut dire les occidentaux, les lobbies, les groupes qui ont intérêt que ces régimes soient au pouvoir, proposent l'argent à ceux-là. À ceux qui sont au pouvoir. C'est l'argent qu'on leur propose. On leur propose l'argent. L'argent achète les maisons, les voitures, les voyages, la belle vie. Donc en fait, c'est l'argent qui est au départ. Le régime, ou bien ceux qui sont au régime Biya, pour être en accord avec ceux qui veulent piller le Cameroun, il faut qu'ils leur disent qu'ils vont gagner de l'argent au Cameroun. Il faut qu'ils leur disent qu'ils vont gagner de l'argent au Cameroun. Il faut qu'ils leur promettent, ils fassent cette promesse. Donc c'est l'argent. L'argent, c'est ce qui tient le régime Biya au pouvoir. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas Primacuria. Ce n'est pas Déborah. Ce ne sont pas les sectes. C'est l'argent. L'argent, c'est le pilier de la puissance des dictatures. Les dictatures donc se rassurent tout le temps qu'elles aient assez d'argent, qu'elles aillent toujours où il y a l'argent et qu'elles promettent assez d'argent. Les dictatures achètent. Ah, vas-y, vas-y. Les dictatures. Non, vas-y. Les dictatures. Vas-y. Oh. Ok. Je vais déranger. Ok. Les dictatures, donc. Excusez, j'ai eu une conversation avec madame qui ne voulait pas qu'on la voie. Ah oui, bon, tu l'avais fait le signe déjà. Ok. Donc, excusez-moi. Et c'est aussi légitime, c'est normal qu'elle ne veuille pas. C'est son droit. Donc, les régimes sont tenus par les finances. Les finances venant de partout, peu importe où ça vient, ça arrange, ça solidifie le régime.
Et il y a une source de finance, une source financière, qui est, comme je peux même dire, illégale, qui n'est pas contrôlée. C'est le flux financier de la diaspora camerounaise vers le Cameroun. Non, non, elle n'est pas nue, pas du tout. Et donc, c'est le flux financier de la diaspora, c'est le flux de l'argent de la diaspora vers le Cameroun. Pour toutes les raisons sont bonnes pour que l'argent quitte du Cameroun et de la diaspora vers le Cameroun. N'oublions pas que nous avons été exportés de manière, on peut dire de manière inconsciente. Les pays sont détruits. Les pays sont mal gouvernés. Les Camerounais sortent, vont chercher leur avenir ailleurs, leur vie ailleurs, une meilleure vie ailleurs, quelque chose de meilleur ailleurs. Les parents cautionnent, les parents cotisent, les parents payent, les familles sont engagées dans le processus de vider le pays. On vide le pays de ses habitants. Ça arrange les Occidentaux parce que les habitants qui quittent le pays vont s'occidentaliser. Lorsqu'ils vont s'occidentaliser, ils rentrent, ils ne sont plus identifiés, ils ne s'identifient plus à leur terre, à leur environnement. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Nozo. Ils veulent franconiser, si on peut le dire, le Nozo. C'est quoi? C'est que on fait la guerre aux anglophones. Les anglophones sortent de leur région, vont à les régions francophones, vivent là-bas, vont à l'école là-bas, se fonctionnent là-bas. Maintenant, quand on a rasé ceux qui étaient rebelles et ceux qui un peu... Pardon, excusez-moi. Lorsqu'on a rasé ceux qui sont restés pour se battre, on va ramener, on va reconstruire, ramener les anglophones franconisés. C'est la même tactique avec la sortie, le fait que les pays occidentaux acceptent que nous sortons. On sort pour nous occidentaliser. Lorsqu'on revient, on n'est plus les mêmes. Voilà pourquoi quand vos présidents, je ne sais pas quoi là, reviennent souvent dans les pays, ils sont pires que des gens qui sont sortis. Vous dites, mais ils sont sortis, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, ils ont vu cela. Non, quand ils reviennent souvent en général, autres personnes. Ceux qui restent sont matés violemment. Voilà pourquoi les Camerounais qui sont au pays sont tenus dans la pauvreté. La pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Pour que ceux qui sont sortis, parce qu'ils savent qu'on a des émotions, parce qu'ils savent que nous sommes des êtres humains, nous avons des sentiments, ceux qui sont sortis puissent entretenir les pauvres qui sont restés, pendant que eux, ils pillent les vraies richesses du pays. Les petits 100 euros, les 50 euros, les 1000 euros, les 200 euros, les 3000 euros, tout ce qu'on envoie là, c'est petit par rapport à ce qui sort par jour du Cameroun. Si ce qui était au Cameroun, était utilisé par les Camerounais et en bonne et due forme, ce que nous envoyons ne serait pas si important. Donc, le fait qu'ils nous ouvrent les frontières, venez étudier ici, venez faire cela, pourquoi ils n'ouvrent pas les écoles de cette envergure lorsqu'ils disent qu'ils veulent nous aider chez nous? Ils vont dire que nous sommes souverains, ils n'ont pas besoin de s'impliquer dans la politique, la gérance de nos pays. Mais ils ouvrent, ils détestent, ils ont maintenant de nouvelles lois où ils disent qu'ils combattent
l'immigration, ils ont un nom là. L'immigration de ce qu'on appelle entre guillemets les beaux ailleurs. Ils combattent la façon dont les gens vont en Europe. Cette façon clandestine, l'immigration clandestine. Ils sont pour l'immigration choisie. Ils sont pour l'immigration qui les arrange, où ils contrôlent. Donc, vous allez voir, ils permettent, ils donnent les visas pour les études. Même s'il y a quoi, vous partez à l'ambassade, dès que vous avez un petit visa d'études, il suffit que vous ayez votre bac. Il suffit que vous ayez votre père, votre mère qui est en Europe, qui peut faire le rassemblement familial. On arrange toutes ces choses. En fait, le but de ça, c'est de sortir la majorité des têtes pensantes. Des gens qui sont intelligents. C'est de les sortir du pays. Voilà pourquoi on veut que tu aies le bac. Quelqu'un qui a le CP, il peut rester au pays. Quelqu'un qui a le BPC peut rester au pays. On va bien le mater, il n'est pas intelligent assez. Il n'est pas structuré mentalement, intellectuellement assez pour pouvoir servir les systèmes coloniaux ou impérialistes. Donc les gars tirent, dès que tu as bac là, on voit pas à l'université, tu demandes ton visa, il suffit d'avoir un peu d'argent. Tu demandes le visa, on te tire, mais en même temps, on tire l'argent avec toi. 5 000 euros, 10 000 dollars, 15 000 dollars, 17 000 euros, 17 millions de francs CFA, 15 000, les parents cherchent. Tu vois comment les esclaves walk. Ouais. Mon enfant va aller en Europe. Il part partout, il corrompt, il vole, il ment. Parce que la majeure partie des Camerounais n'ont pas un revenu qui leur permet sérieusement de suivre l'éducation de leurs enfants dans les écoles occidentales américaines qui coûtent des millions, des centaines de millions de francs CFA par an. Non. Alors on permet, les gens sortent. Ce qui est là, c'est quoi? C'est que dès que nous sommes ici, ils savent que nous sommes des humains. On a les sentiments. Oh, mon père, ma mère et sa cabane, mon oncle, mon père qui m'a fait grandir. Je ne t'abandonnerai pas. On vient ici, on prend une petite musique, on met là. Ce morceau me rappelle ma mère. Tout le monde est dans mon père, ma mère. Et c'est normal, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Je ne suis pas en train de dire que les sentiments sont une mauvaise chose. C'est quelque chose de naturel. Mais les sentiments d'un esclave sont utilisés au service du maître. Les sentiments d'un esclave, c'est pour servir le maître. Le sentiment d'un esclave de transformer. Parce que les sentiments ont pour but de vous affecter, de vous connecter avec votre environnement. Et de produire des changements ou des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans votre environnement. Mais les sentiments de la diaspora sont des sentiments vides de sens. C'est des sentiments vides. C'est-à-dire, genre, quelqu'un, lui, il est assis à 10 millions de kilomètres et il se souvient de sa mère, de son père. Son père assis au Cameroun, son père se souvient de son fils, de sa fille. Et puis, il se connecte au niveau des souvenirs. Et à partir des souvenirs, ils agissent matériellement. Ça les pousse à prendre des décisions matérielles. Tu sais, je suis ta mère, je suis ton père, j'ai déjà un œil fermé, j'ai déjà 4 côtes cassées. Mais c'est le putain de milieu dans lequel tu vis qui te casse les côtes. C'est le putain d'endroit dans lequel tu vis. C'est la gouvernance dans les pays dans lesquels tu vis, qui te brise, qui te pille, qui te tue, qui n'arrive pas à te soigner.
au lieu de te rébeller, au lieu de te lever, au lieu de regarder la chose en face, tu appelles l'esclave. Tu te retournes vers l'esclave. L'enfant du femme-là. Parce que je me rappelle quand on était petit, on racontait des histoires que on envoyait, on tuait des gens, on t'envoie travailler dans un champ ailleurs. Les histoires d'esclaves. Ça, c'est les histoires de l'esclavage. Ça, c'est les histoires de l'esclavage. C'est les esclaves qui ont créé ces histoires. C'est exactement parce que les Blancs sont venus prendre les gens en esclavage. Les Africains ont commencé à développer cette histoire. Qu'on te tue. Parce que pour une mère, quand on retirait son enfant, elle ne sait pas où il partait, on l'avait tué. Mais puis elle apprenait que non, ils vont travailler dans les champs de canne, de l'autre côté de la mer. Les histoires ont commencé dans les trucs là, que oh, on te tue, tu vas travailler au nord, tu vas travailler au sud. Et puis un jour, on te revoit dans la ville, on appelle ton nom, tu regardes. Et tu fuis. Donc tu es déshumanisé. La diaspora, c'est une façon de... C'est symbolique. La diaspora est déshumanisée. Elle est tenue simplement au niveau de ses émotions frêles et fictives. Pendant que eux, ils pillent nos pays, les richesses de nos pays, ils retirent, ils permettent à ce que l'intelligentsia du pays soit chassée hors du pays. Chassés hors du pays. Lorsqu'on vient ici, il nous permet de travailler pour 1000 euros, 800 euros, 500 euros, 1500 euros, 2000 euros. Mais ils savent que nous sommes tenus au niveau des émotions. Notre terre, nos peuples, nos gens, notre chaleur, nous sommes en nostalgie. Alors, ils ouvrent les Western Union. Envoie l'argent rapidement. Ils ouvrent les moyens les plus rapides maintenant. Western Union. Je sais pas quoi. PayPal. Maintenant, de PayPal, tu peux envoyer directement à une banque. La personne va chercher. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu appuies seulement. La personne va chercher ça dans une banque là-bas. Elle n'a même plus besoin de passer par MoneyGram. Tout ça. On ne perd même plus le temps pour se mettre en rang. Ce n'est plus bon. Vous voyez, tout est devenu rapide maintenant. L'Africain se dit, ah, la maman au pays, le pays, les gens qui sont au pays se disent, ah, maintenant, si j'ai seulement, je peux inventer un problème, je le tiens par les émotions, je tiens ma soeur, c'est mon frère, je le tiens par les émotions, je sais qu'il pense à moi, il sait qu'il est sorti de mes entrailles. Donc, ça veut dire que si je booste, si je tire la corde des émotions, l'argent va sortir. On va venir raconter à la diaspora n'importe quoi. N'importe quelle stupidité. N'importe quelle histoire. On va lui raconter tout. Sauf l'engagement qu'on a pris pour changer notre situation. On va lui dire, ton petit frère ici, il veut partir, il veut venir en Europe. Aide-le. Ta petite soeur ici, elle veut partir en Europe. Aide-la. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut fuir. Mais personne ne constate, mais pourquoi on veut fuir? Pourquoi on veut tous partir? Personne ne pose la véritable question, pourquoi on veut partir? Si tu poses la question, mais toi, qui es là-bas, pourquoi tu ne rentres pas? On t'a demandé, n'est-ce pas on a dit que tu partes? Maintenant, tu ne veux pas te soucier de tes frères. Tu es méchant. Tu es méchante femme. Tu es méchant homme. Et toi, tu ne veux pas être méchant parce que tu aimes tes gens. Tu les aimes. Et pour toi, l'amour, chacun tu vois ta mère dit que tu es méchant. Ton père dit que tu es méchant. Tu as l'impression que les gens que tu aimes ne t'aiment pas. Et tu veux corriger ça. Tu veux qu'ils t'aiment. Tu veux qu'ils t'aiment. Et ils savent que tu veux qu'ils t'aiment. Pour qu'ils t'aiment, ils vont d'abord dire qu'ils ne t'aiment pas. Pour que tu souffres du fait qu'ils
qui ne t'aiment pas. Ils vont raconter des histoires, toucher tes émotions, te dire comment ils meurent déjà, comment ils capitulent, comment ils font ceci. Et toi, tu vas dire non, je ne peux pas. Si je n'envoie pas les 400 €, si. Mais c'est comme ça. Vous pistonnez, chacun envoie. Par jour, il y a au moins minimum par jour 1 million d'euros qui descendent au Cameroun. Parce qu'on a des esclaves en Europe qui sont des victimes de leurs émotions. Les gens envoyés aux femmes là. Pendant ce temps, on est assis au Cameroun, on mange, on boit, on crie, on danse, on se marie. Le pays va bien. Le pays va très très bien. Le pays va bien. Le pays marche bien. Puisque minimum 1 million d'euros entre pays par jour. Je dis minimum. On dit même que c'est petit. Le régime, parce que quand ça entre au pays là, ça n'entre pas. Quand vous avez Western Union, tout ça là, non. Tous ces États, toutes ces choses que vous voyez au pays là, où vous recevez de l'argent, payent des impôts et des taxes à l'État camerounais, qui est supposé arranger le pays pour vous, pour que vous ne sortez plus, pour que vous ne soyez plus en train de demander. Non. Ils pillent ça. Ils mettent ça à côté pour construire leur richesse. La richesse de la famille Biya, la richesse de la famille Ngongo, la richesse de la famille Famundongo, la richesse de la famille je ne sais pas qui, Joseph Grégoire Owona, Joseph Owona, tous ces gens. Ça les arrange. Et nous sommes dans la diaspora. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Anke. Non. Anke. Je ne peux plus. Un régime, c'est un régime qui a échoué. Le régime, c'est un régime qui a échoué. C'est un régime qui a échoué. Non, bois une bière. Mon frère, c'est un régime qui a échoué. C'est un régime qui a échoué. Oh, vraiment. Gars, attends d'abord. J'ai une réunion, là, la réunion d'Nkalakoum. Et demain, là, on a une réunion. On va faire une cotisation pour faire les petits puits d'eau au Cameroun dans nos villages. On va faire les puits d'eau. Un petit puits pour soutenir les gens de notre village. Mais c'est ça! Lorsque les gens ont déjà des puits d'eau, ça va bien pour eux. La situation, la gouvernance ne les intéresse plus. Lorsque les gens ont déjà les puits d'eau, lorsque les gens ont l'argent pour aller se faire soigner, qui viennent de la diaspora, ils s'en foutent si l'hôpital est mauvais ou pas, s'ils n'ont pas l'hôpital. D'ailleurs, quand tu donnes l'argent, il va dans le meilleur hôpital, parce que lui-même, le jour là, son propre argent ne peut pas aller dans un meilleur hôpital. Il ne va pas faire, il va aller voir le marabout, le guérisseur traditionnel. Mais comme l'argent vient de l'association telle, de ceci, de tes frères, ma soeur, mon grand qui est là-bas, machin. Lorsqu'ils ont ça, comment ils vont voir que le pays va mal? Dites-moi vous-même, comment est-ce qu'ils verront que le pays est mal gouverné? Puisqu'il y a des hôpitaux privés au Cameroun qui sont bien structurés. Attention, il y a des Camerounais qui sont rentrés au Cameroun dans la malgouvernance, là, aller se faire de l'argent. Ils sont des ingénieurs, des docteurs, ils vont au Cameroun faire de l'entreprise. Ça rapporte énormément. Parce que l'argent pour payer ces hôpitaux, ça vient de l'extérieur. Le Camerounais ne peut pas s'offrir le luxe d'aller dans un hôpital privé au Cameroun et avoir un bon lit, un bon soin. Là, vous êtes toujours en train de nourrir le régime de manière inconsciente. Oh, mon frère, gars. Ah, ce mois, c'est fort sur moi, c'est fort. Qu'est-ce qu'il y a? Car ma grand-mère est atteinte
d'aveuglement. Il faut que je lui achète les lunettes. Motherfuckers, les lunettes qu'elle va voir quoi? Tu lui achètes les lunettes qu'elle verra quoi? Il y a quoi à voir au Cameroun? Non, il faut que ta grand-mère ait les lunettes, ton grand-père ait les lunettes pour que on dise qu'elle a l'enfant en bain. Qu'elle n'est rien. Dans un pays qui n'est rien, on est quand même un grand homme. On est un grand-grand-père, un grand-papa, une grande-maman parce qu'on a porté un peu la robe qui sort de bain. Dans un pays qui n'est rien, on est quand même un grand homme dedans. Vous aurez l'impression que ce que je dis est brutal. C'est peut-être le mauvais cœur. Peut-être ce n'est pas les sentiments. Peut-être que je suis une méchante personne. Moi, je vous ai dit que la moralité ne m'intéresse pas. La moralité, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est dans la moralité qui nous enseigne ce qui est bien, ce qui est mal, la pitié, machin. C'est là-bas qu'on nous tient. Dites à vos parents au Cameroun, dites à vos frères au Cameroun, on détourne, voilà, ça vient de m'arriver, on détourne l'attention des Camerounais. Au moins Camerounais, des Africains, des Camerounais qui partent au téléphone. Oui, allô? Non, mon petit, le West Beng n'est pas... Beng, c'est dur, hein? Beng, c'est dur, mon frère. Moi, je ne vais pas te conseiller de prendre la mer. Je ne vais pas te conseiller de prendre la mer. Non, les gens meurent dans l'océan. Les gens meurent dans la mer. Depuis que je suis ici, là, je te dis que c'est dur, hein? Mais vous croyez quand vous dites à quelqu'un qui vit une vie dure, que Beng, c'est dur, sans que vous-même, vous ne rentrez dans l'endroit qui est dur, ça a quel sens pour la personne? Vous pensez que vous découragez? Non, vous ne découragez pas. Ça ne sert à rien. Vous détournez son attention de la véritable question. C'est tout ce que vous faites. Au lieu de lui dire que si tu n'as pas de portable que tu demandes là, c'est parce que ton pays ne veut pas. C'est un choix de politique. Nous avons les portables ici, les pays ici où nous sommes venus en esclavage, ils ont les portables. Ils ont choisi d'avoir des portables. Ils ont choisi de créer des portables pour leur pays. Ils ont choisi de les vendre. Ils ont choisi de mettre le courant. Ils ont choisi de mettre l'eau pour tout le monde. Ils ont choisi de faire une politique de santé pour tout le monde avec des assurances. C'est un choix. Si vous n'avez pas de portable, c'est parce que c'est un choix que vos dirigeants ont choisi pour vous. Ils trouvent que vous ne nécessitez pas ça. Donc, si vous voulez les portables, mais retournez-vous vers vos dirigeants. Retournez-vous vers vos dirigeants. Retournez-vous vers votre gouvernance. Retournez-vous vers ceux qui sont supposés vous donner de l'électricité. Ceux qui ont promis vous donner des routes, des hôpitaux, de l'école, de l'éducation. C'est là-bas qu'il y a le problème. Ce n'est pas ici. Mais on a détourné l'esprit des Camerounais dans la diaspora. Ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui voulaient qu'on domine, qui voulaient dominer l'Afrique, qui voulaient dominer nos pays. Ils tirent toute l'intelligence, ils la sucent, ils leur donnent des petits boulots, où ils ont chacun 2 3 000 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 1 500 euros, n'est-ce pas? Et ils savent qu'on les tient sur les émotions. Pendant ce temps, eux, ils vont piller des millions et des centaines de milliards d'euros par an du Cameroun. Et nous, on envoie juste 1 million, 2 millions pour calmer nos populations, Avec les 3, les 5 millions ou les 35 milliards de francs CFA qu'on envoie par an, ou les 350 millions ou les 600 millions de francs CFA ou 600 milliards, c'est 0,001 de ce qu'eux ils pillent du Cameroun. Mais avec ça, on peut calmer les gens. Les ministres peuvent rester, bouffer l'argent du Cameroun, piller le pays, les présidents, le gouvernement peut faire, le gouvernement se débarrasse, n'a plus de responsabilité. Si les gens du Nord n'ont pas l'eau, mais il y a des associations de la diaspora qui vont créer des puits d'eau au Nord.
Et puis, bon, il suffit qu'un groupe de jeunes du Nord se rassemble et disent qu'ils sont maintenant association Lien Diaspora. Diaspora. MSC. Ils entrent dans les partis politiques, pas parce qu'ils sont engagés. Oh, le MSC, c'est un parti politique où les gens sont engagés. On a donné 1 milliard, tant comme toi a demandé. Voilà. Voilà, ils entrent là. Et là, à l'intérieur, ils vont commencer à créer des associations de ceci. Le but de ça, c'est de faire oublier aux Camerounais la malgouvernance. La malgouvernance. L'échec du régime Biya. C'est l'échec du régime Biya. Et la diaspora. Le président élu Maurice Kamto est venu dans la diaspora. Et le grand président, un homme que je supporte, vient dans la diaspora. La diaspora est pleine de grands travaux, les docteurs, les ingénieurs. La diaspora est travailleuse. La diaspora camerounaise est travailleuse. L'ego de la diaspora camerounaise est monté comme ça. Avec la venue du MRC. La diaspora camerounaise veut prouver qu'elle est travailleuse. Parce que si on dit que tu es travailleuse, travailleur, tu vas chercher à prouver que tu es travailleur. Tu vas chercher à prouver que tu es travailleur. Dans la diaspora, on voit les docteurs, les ingénieurs qui sont entrés dans le MRC. Tout le monde entre dans le MRC, la majeure partie sont les docteurs, les ingénieurs. Ce qui est une bonne chose. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas dans la critique de la participation des Camerounais dans la lutte pour la libération que le MRC porte en tant que parti politique du Cameroun. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Je vais vous montrer comment le Camerounais pense. Je vais vous dévoiler les Camerounais vraiment. On a dans la diaspora travailleuse. Quand on présente un Camerounais, la diaspora, c'est un docteur, un ingénieur et tout et tout. Et puis on combat tous les petits balayeurs de rue, tout ça là. On est maintenant le côté de la basse. Les balayeurs de rue, c'est les gars de la basse. Les ingénieurs, les docteurs de ceci, docteurs de cela, tous le monde sont dans la diaspora, ils sont travailleurs. Il faut prouver maintenant que on est une diaspora travailleuse. Comment prouver? On n'est pas en train de construire les routes chez nous au pays. Nous sommes en train de construire les pays des Blancs. La seule façon de prouver donc que tu es une diaspora travailleuse, c'est matériellement. C'est matériellement. Ça veut dire mettre de l'argent, envoyer l'argent, construire la maison aux parents, construire ceci, construire cela, envoyer les gens là-bas à l'hôpital, les envoyer à l'école. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est une diaspora travailleuse. Si tu, comment on va nous? Comment on va nous? La diaspora travailleuse, la majeure partie des diasporas travailleuses, ingénieurs, docteurs, ne vont pas dans les marches. La majeure partie. C'est quand le président élu Maurice Kamto que tu es venu, que tu les as tous vus là, mélangés, parce qu'il s'agit quand même d'un homme, un chef d'État. Non, ils pistonnent avec les finances. Eux, ils ne sont pas... Non! Ils ne veulent pas se faire voir. Ils ne défendent pas, ils ne parlent pas. Ils sont très peu qui parlent, qui expriment. Parce que si la diaspora travailleuse que j'ai vue à Paris, que j'ai vue aux États-Unis, que j'ai vue partout, si cette diaspora travailleuse était active dans la lutte, je vous assure, cette lutte était terminée depuis. Non, la diaspora travailleuse, elle est ingénieure, elle est docteur, elle est ceci, elle est cela. Elle n'a pas le temps de la lutte. Elle a le temps des finances. Elle pistonne. Pic, 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 pic. Pic, pic, pic. Toujours en train de piquer. Oh, on a besoin de ceci pour faire... Oh, la diaspora travailleuse. La diaspora travailleuse.
est en train de mettre de l'argent dans tous les projets financiers. La diaspora travailleuse. L'ego de la diaspora travailleuse est soutenu. Elle est élevée. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne participent pas à une lutte, la seule façon de participer à cette lutte, c'est de donner de l'argent. Mais c'est la façon la plus... C'est la pire des façons de faire une lutte. Parce que la lutte a besoin. Quand on dit que la mobilisation populaire, je vous assure que vous pouvez donner même 100 millions dans une mobilisation ou dans une lutte. Mais s'il n'y a pas la population, cette lutte, cette mobilisation n'est pas effective. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on met dans une mobilisation qui est le plus important. C'est comme c'est le plus important, c'est votre participation. C'est votre présence dans les rues. C'est votre présence dans les endroits où on a besoin de vous. Parce que c'est cette position, c'est cette présence-là qui, en fait, passe le message de mobilisation. Non, la majeure partie sont donc assis. Leur histoire, on leur a enseigné. Quand tu es devenu docteur, ingénieur, je ne sais pas quoi, soit tu parles seulement dans les réseaux sociaux, si tu as l'occasion, si tu es même courageux, ou alors tu donnes l'argent. L'argent suffit. L'argent suffit. Tu n'es pas obligé de partir. Tu participes. Non, moi, vous allez entendre des gens vous dire, moi je participe. Non, moi, je suis pour ce combat, hein, je suis pour cette lutte. Il faut que le peuple camerounais sorte. Il faut que le peuple camerounais sorte. Dernièrement, j'ai donné, déjà cotisé même 400 €, 500 € dernièrement, aux cotisations pour soulever le peuple camerounais. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Mais mon frère, il faut que tu sortes. Mais on a éduqué les Camerounais qu'ils sont la diaspora qui pistonne le finance, qui donne de l'argent. C'est ça, le Camerounais est celui de la diaspora qui donne. La diaspora est là pour donner l'argent. La diaspora n'est pas là pour autre chose. Si elle marche, si elle se lève, si elle combat, c'est un extra. Mais normalement, elle a de l'argent. Vous ne remarquez pas que ça n'a pas de limite, cette idée que la diaspora est pour l'argent. Cette idée va jusqu'au pays. La diaspora pistonne. Elle pistonne. Pourvu que les Camerounais sortent. Elle ne sort pas. Elle est là pour travailler pour l'argent. Mais elle ne comprend pas. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est un peu comme le sang dans votre veine. Dans vos veines, dans votre corps. Ça circule. Ça transporte l'oxygène au cerveau et aux organes. Et ça prend ça sort avec le gaz carbonique que ça exporte par d'autres moyens. L'argent circule. L'argent, c'est de l'énergie. Chaque fois que vous allez pistonner le Cameroun avec de l'argent, vous avez pistonné de l'énergie. Vous avez introduit de l'énergie à un système que vous voulez sans énergie. Parce que pourquoi un système meurt, pourquoi un corps, une cellule, quelque chose meurt, il faut que ça manque d'énergie. Pour que ça tombe, pour que ça chute, pour que ça disparaisse, comme vous le voulez. Pour que ça passe. Il faut retirer de l'énergie. Voilà pourquoi en anglais on appelle l'argent currency. Currency. Currency, le courant, le flux, c'est l'énergie. Chaque fois que vous allez donner de l'argent, vous allez pistonner le pays, injecter, mettre de l'argent dans les mouvements qui fluxent l'argent au pays forcément pour toute n'importe quelle raison. Parce qu'il y a parfois des raisons qui sont valables, des raisons qui sont porteuses. Où on peut se dire, oui, pour une fois je le fais. Parce que c'est nécessaire pour quelque chose, c'est urgent. Chaque fois que vous mettez de l'argent dans Western Union, dans MoneyGram,
dans dans ceci ou de cela, chaque fois que vous mettez l'argent dans l'aide pour construire les ponts, construire les ceci, je vous assure que chaque fois que vous allez continuer à faire ça, ce que vous allez faire, vous allez garder les populations à l'aise, au strict minimum dont ils ont besoin pour ne pas se rebeller, pour ne pas se révolter. Vous allez les garder toujours à ce niveau parce que pour qu'un régime vive et subsiste, ce régime a besoin juste que les habitants de ce pays soient gardés au strict minimum. Vos petits 100 €, vos 200 €, vos 300 €, c'est le strict minimum. Avec 100 €, quelqu'un peut manger pendant une semaine au Cameroun, au moins. Pendant une semaine, le régime a sa paix. 100 €, c'est même beaucoup. Parfois, avec 50 €, les gars s'en sortent. Le régime a sa paix. Imagine maintenant que vous envoyez comme ça, fois 10, fois 100, fois 1000, fois 1 million, fois 2 millions, fois 3 millions. Vous pouvez imaginer la tranquillité du régime? Pouvez-vous imaginer la tranquillité avec laquelle le régime va couler? Ça marche. Puisque ton petit frère qui est dans ton village, il a la solution à ses problèmes. Pourquoi il doit penser si bien mort, si bien vivant? Ça ne l'intéresse pas. Bien n'affecte pas sa vie. Selon lui, sa vie est tenue par toi. Tu vas lui parler, oh, il faut vous marcher. Il va te dire que, mais laisse-nous ça, vraiment. Laisse-nous ça, nous on a faim. Nous on a faim, te ramène à lui. Il ne va pas comprendre que la famine qu'il a, c'est la malgouvernance qui crée ça. C'est un choix politique. Nous vivons au 21e siècle. La richesse mondiale, en ce qui concerne celui de manger. Aucun être humain au monde aujourd'hui est supposé mourir de famine ou bien avoir faim. Au contraire, les gens meurent de trop manger aujourd'hui. Dans les pays occidentaux, on meurt de trop manger. Ça veut dire que les maladies dont les gens souffrent, c'est parce qu'ils mangent trop. Ça veut dire que la famine, la soif, est un choix politique. Mais ils ne pourront jamais comprendre ça tant que il n'a aucun lien avec la politique. Parce que nous, on passe le temps à jouer les pouffeurs. Ça veut dire que, en ce qui les concerne, on joue les pouffeurs. Vous savez, entre deux wagons de train, il y a souvent des trucs comme là pour les connecter. Pour que les chocs ne soient pas des chocs solides, pour que les chocs ne soient pas durs. C'est des gros trucs en caoutchouc. C'est des gros trucs en caoutchouc. On met ça là-dedans. Quand il y a choc des wagons, quand le wagon freine, il y a diffusion de l'énergie. Absorption de l'énergie, pardon. De choc. Nous sommes des absorbeurs de l'énergie de choc entre le gouvernement Biya qui gouverne mal et les populations qui souffrent de la malgouvernance. La diaspora est donc le puffer. Ou puffer, c'est comment vous appelez ça. Voilà le secret de l'argent de la diaspora. Je vais donc ici entrer pour donner mon avis sur quelque chose que je constate qui est en train d'être fait. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Et comme nous sommes des Camerounais, j'espère que vous aurez le courage d'accepter mon point de vue dessus et que nous pourrons peut-être réfléchir, voir si c'est vrai. Il y a un mouvement qui est lancé par beaucoup de mes frères camerounais de la diaspora, des combattants, s'agissant d'ouvrir un compte, d'ouvrir une aide pour aider les Camerounais qui vont marcher.
Les Camerounais qui vont se rebeller, qui doivent se rebeller et qui vont choisir de se rebeller, d'avoir en compte des millions de milliards pour soutenir leur famille. Quelque chose que je trouve, c'est une erreur. Je vous ai dit, vraiment honnêtement, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis, on se connaît, on se voit. Ça n'a rien contre votre personnalité. Ce que je dis, ce n'est pas contre vous particulièrement. Mais c'est une mentalité qui a gardé le régime en place. Vous approchez la lutte du peuple camerounais, la lutte pacifique du peuple camerounais comme une guerre. Vous approchez la lutte du peuple camerounais comme étant une guerre militaire armée, où on a besoin d'une logistique forte. Si on partait en guerre avec les armes, on a besoin d'argent pour acheter les armes. On a besoin d'argent pour acheter les canons, les chars, les machins, les vêtements, les ceci et cela, aux militaires. Oui, là on a besoin de finances. La lutte que le peuple camerounais est censé mener, c'est une lutte pacifique. Ça veut dire, c'est la mobilisation populaire. Pour sa propre libération. Écoutez très bien, c'est pour sa propre libération. Ce n'est pas pour la libération de ses enfants. Et lui peut aller en prison. Quel est ce Camerounais qui veut aller combattre, qui veut aller marcher parce que le pays va mal, mais veut protéger ses enfants dans un pays qui va mal? Le test aussi, lui, va en prison, que ses enfants quand même à la maison se portent bien. Est-ce qu'un enfant peut se porter bien à la maison quand son père est en prison? C'est quelle vision du monde ça? C'est quelle limitation? C'est quelle façon limite de penser? C'est comme ça, ça c'est la pensée du régime. Ça c'est le système de pensée qui a gardé le régime en place. Voilà pourquoi je vous avais parlé de l'argent au départ. Ça veut dire que tout le monde, avec les majeures parties des combattants, des Camerounais qui veulent libérer leur pays, ne veulent vraiment pas le libérer. Ils ont quelque chose qu'ils protègent encore. Ça veut dire que le pays n'est pas encore mauvais totalement. Le pays n'est pas encore mauvais totalement. Le pays va bien. C'est juste eux qui sont mauvais. Bon, ils vont peut-être payer le prix de la prison. Mais parce que le pays va bien, leurs enfants peuvent quand même vivre dans ce pays qui va bien. On dit que les Camerounais, quand on cause avec eux à Yaoundé, ils ont peur de mourir. Mais ce qui leur fait le plus peur, pardon, excusez-moi, souvent le corona. Ce qui leur fait le plus peur, ce sont leurs femmes et leurs enfants. Qu'est-ce qui va leur arriver quand eux, ils seront en prison? Mais monsieur, vous vous êtes levé. Vous vous êtes levé parce que le pays allait mal. Vous ne vous êtes pas levé parce que c'est vous particulièrement qui allez mal. Mais vos enfants allaient bien. Alors vous voulez protéger le bien-être de vos enfants et vos femmes, et vos maris, et vos frères et vos sœurs. Vous voulez vous rassurer que leur bien-être dans ce pays continue, même si vous mourrez. C'est quel état d'esprit ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a quel sens?
Vous avez déjà vu l'enfant d'un homme qui est en prison, même s'il mange, allez bien. Vous avez déjà vu l'enfant d'un monsieur qui est mort, même s'il est resté avec les millions, allez bien, qui est mort d'une mort violente, brutale, allez bien. De quel bien parle-t-on pour les enfants et les femmes qui restent à la maison? De quel bien vous parlez? Pour ça, il faut ouvrir des comptes financiers où les Camerounais de la diaspora qui sont travailleurs vont injecter des centaines de milliers d'euros pour motiver les Camerounais à se libérer de leur propre prison. Quelle est cette liberté qu'on achète? Quelle est cette liberté qu'on achète? On nous a donné les indépendances dans les années 60. Cadeau. Ceux qui ont combattu pour l'indépendance, on les a tous tués. Et on nous a offert une indépendance cadeau. Fabriquée, achetée, négociée. Et nous souffrons de ça aujourd'hui. Et nous voulons refaire la même chose. Nous sommes prêts à acheter le combat. Que les Camerounais se lèvent, oui. Ils ont peur de se lever parce qu'ils ont leurs enfants qui ne vont pas manger, leurs femmes qui vont mourir. Donc, et dans leur famille, préparons des finances qui vont aider leur famille quand eux, ils seront en prison. Et s'ils se lèvent, ils ne vont pas en prison. Prenez l'hypothèse qu'ils se lèvent massivement et ils ne vont pas en prison. Vous allez rembourser les milliards de milliards à tous les Camerounais. Vous allez rembourser les millions de milliards à tous ces Camerounais qui ont cotisé parce que les Camerounais peuvent sortir par milliers, motivés qu'il y a des centaines de milliards de millions pour leurs enfants dans les comptes, dans la diaspora, et que le jour où ils vont sortir, c'est les enfants. Et troisième hypothèse, s'ils vont en prison, quelle est l'assurance qu'ils ont que cet argent va s'occuper de leurs enfants? Vous savez que vous n'avez pas changé le problème de fond. Vous n'avez pas compris la psychologie humaine. Vous n'avez rien changé. Parce que le Camerounais qui va en prison, parce qu'il a une assurance que s'il va en prison, vous allez vous occuper de sa femme et ses enfants. Lorsqu'il va en prison, il attend, il espère, il prie, il souffre 10 000 fois plus psychologiquement. Parce qu'il n'a même plus le contrôle. Il ne peut même plus vous demander. Qu'en est-il de mes enfants? Si ses enfants n'ont rien, il ne peut même plus vous demander. Il n'a pas de téléphone. Il n'a plus de connexion. Il est là-bas en prison. Il a quelle garantie? Il a quelle garantie que s'il sort, il va marcher et que ses enfants vont en prison, et qu'il est en prison, sa femme va manger et boire? Il a quelle garantie? Nous devons penser. Nous devons travailler. C'est dur. Je sais, c'est dur. Nous voulons le changement, je sais. Mais vraiment, mes grands frères, mes petits frères, il ne s'agit pas de nos satisfactions personnelles, de nos égos. Il s'agit de libération véritable d'un pays. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de convaincre, même s'ils sont 5 Camerounais convaincus, ils sont plus importants que 10 000 Camerounais qui ne sont pas convaincus. Pour une véritable libération,
même s'il y a 5 Camerounais qui ont puisé la force, qui ont compris leur environnement, c'est mieux. Là, même si la lutte fait 200 ans, il n'y a pas de problème. Un vrai combattant, un vrai soldat, voilà son état psychologique. Mais les adeptes de la ligne d'arrivée, faites très attention. Pourquoi vous allez faire plus de mal aux Camerounais que de bien. Vous pensez que ce sont des bonnes idées. Je comprends, l'intention est bonne. Je ne suis pas contre l'intention d'aider les gens qui souffrent, d'apporter un soutien ici et là. Je ne suis pas contre. Je dis juste que si vous basez psychologiquement la lutte, dès que vous allez dire à un Camerounais qui a un compte avec 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros, parce que les Camerounais ont cotisé pour aider les combattants, c'est terminé. Vous allez voir dans cette rue des gens qui n'ont aucun intérêt à la libération du Cameroun, mais qui ont tout intérêt à avoir de l'argent. Les retombées du compte bancaire. Vous allez tirer partout. Comptez comme celui-ci était engagé comment. Vous allez noter comment. C'est une bonne idée. Mais réfléchissez encore beaucoup plus. Ce n'est pas mature encore assez. Pour motiver un être humain, ce n'est pas encore assez. L'argent ne suffit pas. L'argent, en fait, même, n'est pas une source de motivation. Parce que les Camerounais que vous dites qu'ils ne vont pas dans la rue parce qu'ils ont peur, ces Camerounais sont dans la rue tous les jours. Tous les jours. Dans les rues que vous dites qu'ils ont peur là. Ils sont là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, les Camerounais sont dans les rues. Quand il faut aller chercher les femmes, quand il faut prendre les risques, quand il faut voler, ils n'ont pas peur. Ils ont juste peur lorsqu'il faut demander le départ de la dictature. Lorsqu'il faut demander la résolution de la guerre, un code consensuel, là ils ont peur. Et là, c'est là qu'il faut leur payer, il faut qu'ils aient une assurance que si c'est que... La révolution est devenue en fait... Maintenant, il y aura même des assurances pour la révolution. Et que si tu veux te révolter dans ton pays, il y a une assurance que tu vas signer, que si tu te révoltes, tu vas payer les risques que l'assurance va prendre. Parce que pour moi, ça, c'est comme ça que les assurances fonctionnent. Bon, comme tu as choisi d'aller te révolter dans ton pays, d'être un révolutionnaire, de changer les choses, bon, abonne-toi à cette assurance. Tu payes 10 € tous les mois là-dedans, de telle sorte que les risques que tu cours, on va les... si tu meurs, ta famille va recevoir ceci. C'est les assurances vie là, non? Si tu meurs, ta famille va recevoir ceci. Si tu te casses le pied, tu auras ceci pendant tout le temps que tu vas vivre. Tu vois un peu. Si ça ne marche pas, bon, l'assurance ne pourra pas aussi payer toute ta vie. On peut mettre des milliards pour les Camerounais. Aucun milliard ne peut soigner, changer la vie d'un homme qui a cassé son pied parce qu'il a marché. Ça ne peut changer le traumatisme qu'il a vécu dans les prisons infestes de Biya. En général, même si vous prenez soin de leurs enfants, lorsqu'ils ressortent de là-bas, c'est des personnes traumatisées. Tellement traumatisées que parfois ils ont une mauvaise relation avec leur famille, avec leur environnement. Ils apprennent tellement de choses là-bas. Je le dis pour faire comprendre qu'il n'y a pas de liberté dehors à Yaoundé. Il n'y a pas de liberté au Cameroun. Que chaque combattant qui se lève, c'est pas chaque Camerounais qui veut le changement dans ce pays, le véritable changement, doit se lever parce qu'il a compris qu'il peut mourir, qu'il peut tout perdre. Parce que tant que les Camerounais ne sont pas prêts à tout perdre, oubliez. Ça veut dire qu'on doit
travailler, on doit éduquer, on doit conscientiser. Le travail est dur et long, je sais, mais c'est le travail qu'il faut faire. Parce que tant qu'un Camerounais n'a pas encore l'idée qu'il a tout perdu ou bien il doit tout perdre, il est toujours de moitié, il est toujours là, halbes, comment on dit en allemand? Half. Il faut le motiver, il faut le pistonner, il faut le pousser un peu, il faut lui donner du café pour qu'il se réveille. Comme un drogué. Donc ça c'est mon avis. C'est mon avis vraiment sur la question des cotisations pour sauver les enfants des gens qui sont en prison. Si tu te retrouves en prison, c'est parce que le pays est injuste. Et si tu ne veux pas que tes enfants se retrouvent en prison demain, il faut te battre pour la justice. On peut donner des centaines de millions à ta famille, elle va finalement se retrouver en prison. Nous avons en prison au Cameroun des gens qui ont des milliards, qui avaient des milliards. Votre enfant risque de venir vous retrouver en prison. Sachez-le. Votre enfant risque de venir vous retrouver en prison. Si vous n'avez pas compris la lutte pour laquelle vous vous battez. Vous êtes au plus tôt. Que chaque Camerounais se concentre ou bien travaille pour ça. Vous êtes supposé défendre votre lutte dans vos familles. Ça veut dire que expliquer, convaincre, parler sans arrêt. Ne pas avoir peur de parler. Leur expliquer. De telle sorte que le jour même où quelque chose vous arrive, qu'ils ne viennent pas là avec les pitiés. Qu'ils comprennent que c'était votre choix. Qu'ils ne viennent pas là avec les affaires. Vraiment, Jean, je vais te rendre visite. L'enfant ne mange pas. Je t'avais bien dit là que ce que tu... Non. Parce que quand vous ne parlez pas à vos gens, quand vous ne convainquez pas vos gens, quand vous ne leur expliquez pas les choses profondes, quand vous ne conversez pas de la politique, de la situation au Cameroun, vous conversez de 1000 autres choses, c'est normal que le jour où ça vous arrive, vous avez l'impression que vous avez fait une erreur, ou vous ne savez pas, mais maintenant, on ne sait pas comment on va faire sans toi, machin. Parce que quand vous parlez même à votre femme, que gars, l'affaire que tu vois ici, ça peut finir mal. Même la femme se met dans un état d'esprit. Soit elle s'accorde avec toi parce qu'elle t'aime beaucoup, elle a peur de te perdre. Elle se dit mieux vous mourir ensemble, donc ça veut dire que mieux vous combattez donc ensemble. Soit elle choisit sa route. Elle part où il y a le confort, la sécurité. Ça va peut-être te faire mal. Mais tu sais pourquoi tu te bats. Le savoir de pourquoi tu te bats te donne la force de continuer. Non, on reste avec nos familles, nos femmes, nos enfants, on a peur de parler, on a peur d'échanger, on a peur de parler des choses qui heurtent, on a peur de dire, et personne ne sait vraiment quelle est la pensée réelle de l'autre, quelle est la vision du monde que mon frère a, ma soeur a, quelle est sa vision, quelle est sa direction, personne ne sait. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec des gens dans les prisons en train de dire, si je savais, ou bien on m'a abandonné avec mes enfants. On ne t'a pas abandonné avec tes enfants ne savent même pas que tu es un combattant. Ta femme ne sait même pas que tu es un combattant. Il y a des gens qui sont là, ceux qui sont des combattants, dans le noir. C'est de ça qu'il est question. Merci de m'avoir suivi. Content de savoir que vous avez pris attention. Comprenez que ce n'est pas de la méchanceté. Ça l'est de la méchanceté ou bien du mauvais cœur ou d'un cœur très dur. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est la force. C'est le sang d'une société. Quand ça circule, la société vit. Quand ça stoppe, quand le sang stoppe, quand il y a coagulation du sang, il y a arrêt cardiaque, il y a asphyxie cérébrale, il y a tout. Si vous voulez détruire un système dictatorial, faites très attention à votre façon de traiter avec l'argent et ce système. Chaque fois que vous allez injecter l'argent, vous injectez de l'énergie. Et chaque fois qu'il y a énergie, il y a vie. Il y a vie. Merci. Bon dimanche. Merci à tout le monde qui était là. Merci pour votre courage, parce que ce n'est pas très facile souvent de suivre les gens comme moi. Merci.